Hello la MIF, on se retrouve aujourd'hui pour la FAQ des 1 an de voyage sans avion. 1 an, c'est ouf parce que même après tout ce temps, j'ai toujours du mal à réaliser que je suis partie, que je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre. Et ouais, de me dire que ça y est, ça fait 1 an. Et je pense que ceux qui regardent cette vidéo et qui sont déjà voyagés sur le long terme, vous savez à quel point le temps et notre rapport au temps est assez distordu. Dans un sens, j'ai l'impression que ça fait 1 an, parfois beaucoup plus, parfois beaucoup moins. Donc voilà, sachez que même après tout ce temps, c'est toujours assez difficile de me rendre compte que ouais, c'était il y a déjà 1 an. Bon, j'ai déjà dit 15 fois depuis le début de la vidéo. On va passer aux questions que vous m'avez posées sur mon Instagram. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous mettre à l'aise, à aller prendre un petit thé, un petit café, un petit chocolat chaud, une petite pâtisserie. Voilà, mettez-vous très bien et on commence. La première question est, est-ce que le but, c'est toujours la Nouvelle-Zélande? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Alex et du coup l'année dernière j'ai décidé de tout quitter, donc j'ai démissionné, j'ai lâché mon appart et j'avais pour projet de partir en Nouvelle-Zélande par la terre, donc sans avion. Et au bout de quelques mois, je dirais 3-4 mois, j'ai un peu vécu un burn-out du voyage ou une sorte de grosse remise en question. Et j'ai renoncé à ce rêve, à ce projet, ou plutôt je l'ai redessiné en cours de route en écoutant mes envies du moment et plus les envies que j'avais peut-être eues avant de partir et qui ne prenaient évidemment pas en compte tout ce qui peut arriver sur le chemin. Si ça vous intéresse de comprendre ma logique et dans quel état d'esprit j'étais, je vous mets ma FAQ des 6 mois. C'était 2 mois après avoir pris cette décision. Mais pour vous la faire courte, en gros, le fait d'avoir un objectif si loin sur une période de temps qui est définie, moi ça me convenait de moins en moins. J'avais l'impression d'être toujours dans l'anticipation et de regarder l'étape d'après. Dans un sens, c'est aussi très positif parce que ça te donne une direction à suivre, mais en même temps ça me coûtait beaucoup parce que j'avais l'impression, par exemple dès que je quittais un pays que j'aimais bien ou qu'on devait repartir, ça ne m'enchantait pas, ou en tout cas de moins en moins, plus je le faisais. À ce moment-là aussi, je voyageais du coup avec une amie. Le voyage à deux ne me convenait aussi plus du tout et je m'y retrouvais pas. Donc j'ai décidé en fait d'arrêter les 2 caractéristiques de mon voyage que j'avais décidé avant de partir, c'est-à-dire de voyager avec elle et de voyager jusqu'en Nouvelle-Zélande parce que j'avais besoin d'être seule et j'avais envie de voyager seule et j'avais plus envie d'avoir un objectif qui était si loin et qui m'enfermait finalement plus qu'autre chose avec le temps qui passait. Deuxième question, est-ce que tu fais le retour en train? Oui. Je vais faire le retour en train. Comme j'ai arrêté le projet Nouvelle-Zélande, à la base, je m'étais dit, une fois que je serai là-bas, bah, je ferai le retour en avion. Je me suis pas fixé à nouveau une destination à atteindre avant de faire le retour. Je fais un peu avec mes envies, comme elles viennent. J'ai fait une pause de 3 mois au Népal, puis là, en ce moment, je voyage en Asie du Sud. Et je peux le dire, je suis officiellement sur le chemin du retour. Alors, on s'entend bien, je suis toujours au bout du monde, mais je fais petit à petit des étapes qui me rapprochent de l'Europe et évidemment j'ai décidé de le faire en train. Je ne sais pas si je ne prendrai plus jamais l'avion, mais en tout cas pour ce voyage je ne veux pas prendre l'avion et je veux le prendre le moins possible. J'imagine avec cette annonce que vous allez vous poser des questions sur mon itinéraire de retour. En gros là où je suis aujourd'hui il y a plusieurs options. Si je veux pas repasser par la route que j'ai déjà faite, et l'option la plus pratique serait de remonter la Chine pour prendre le transsibérien, donc soit au niveau du Japon, soit au niveau de la Mongolie. Et j'avoue que moi, c'est pas quelque chose qui me donne envie, puisque j'ai une volonté pendant le voyage du retour, c'est de retourner dans les endroits où je me suis sentie bien, et notamment de rendre visite à mes amis que je me suis faites sur le chemin à l'aller. Je vous laisse deviner, tiens, dites-moi en commentaire si vous avez des idées sur les pays dans lesquels je vais retourner. Aller voir mes amis, normalement, si vous regardez mes vidéos, vous devrez facilement deviner. Je vais plus ou moins reprendre la même route pour le retour et ça me dérange pas plus que ça pour le moment. On verra dans quel état d'esprit je serai au moment où je ferai du coup ces endroits. Autre question, à quel point c'est difficile de tenir un régime végétarien en voyage? La réponse globale serait, de manière générale, je dirais que c'est pas si difficile que ça. En tout cas, c'est moins difficile que ça en a l'air. Déjà parce que quand tu voyages dans des endroits touristiques, j'ai l'impression que le tourisme à l'étranger est de plus en plus habitué à ce genre de régime
végétarien. Donc quand tu vas dans des restaurants qui ont l'habitude d'accueillir des touristes, on va dire que ça va, tu vas toujours trouver une option. Après, c'est vrai qu'en fonction dans l'endroit du monde où tu te trouves, tu vas avoir plus ou moins de facilité. Par exemple, pour moi, l'Asie centrale, c'était beaucoup plus difficile puisque culturellement parlant et culinairement parlant, ils se nourrissent énormément avec de la viande et par exemple le pilaf du coup qui est le plat, un des plats nationaux là-bas dans plusieurs pays. Donc c'était compliqué, même si j'ai toujours des options soupe ou alors et en fait il faut demander parce que parfois c'est un peu sujet à la définition de chacun, donc j'insiste toujours quand je suis vraiment pas sûre. Donc en Europe c'était assez facile de manger végétarien et en Asie en vrai je suis assez surprise de trouver que c'est assez facile d'être végétarien. En Asie du Sud-Est, par exemple, pas du tout de problème pour manger des plats sans viande. Et pour moi, les pays où c'était le plus simple, c'était l'Inde. Énormément végétarien là-bas, de par l'hindouisme. Le Népal aussi, en fait, tous les endroits où il y a une forte influence bouddhiste ou hindouiste, c'était très très simple de trouver de la nourriture du coup sans viande, végétarienne. Et ça, du coup, c'est mon petit tips si jamais vous êtes en voyage, c'est chercher les restaurants, par exemple, bouddhistes là au Vietnam. C'est un tips qui m'a été partagé par Océane et en fait c'est hyper facile je trouve et du coup c'est très pratique d'aller dans des restaurants bouddhistes parce qu'au moins vous êtes sûr que vous aurez des repas végétariens et si jamais vous n'êtes pas sûr, demandez toujours. Je pense que sur 1 an de voyage, ça m'est arrivé peut-être moins de 5 fois où j'ai commandé des plats, même en demandant végétarien, où ça arrivait avec de la viande. Voilà, donc pour vous dire que ça reste très exceptionnel et que j'arrive toujours à manger très très bien. Et pour moi, le plus simple, c'est aussi de pouvoir avoir accès à une cuisine et de me faire mes propres courses et mes propres repas. On continue sur le thème de la nourriture avec qu'est-ce qui te manque le plus culinairement parlant? C'est ma mère qui m'a posé cette question. Donc du coup, j'ai pensé tout de suite aux lasagnes que du coup ma maman me fait. Je vais pas dire le fromage, je l'ai déjà dit dans ma dernière FAQ. En vrai, là, j'ai trop envie de rentrer dans une pâtisserie française et genre de prendre plein de pâtisseries et de les manger, de goûter tout, avoir la sensation de manger un flan avec un peu de vanille dedans ou des éclairs, enfin des trucs un peu sucrés. Enfin, le sucré et les desserts, c'est pas quelque chose qui est hyper ancré dans les pays asiatiques, je trouve. À part le mango sticky rice, vraiment ça c'était une dinguerie. Oh, incroyable le mango sticky rice. En vrai, une raclette. Hein. J'ai dit que je disais pas le fromage, mais je sais pas, j'ai envie de gras. En fait, j'ai envie que ce soit l'hiver, je crois. J'ai envie d'être à la montagne. C'est trop chaud ici. Non, mais de manière générale, je dirais que me faire à manger. En fait, ce qui me manque culinairement parlant, c'est le plaisir de manger un plat que j'ai moi-même cuisiné ou que quelqu'un que j'aime m'a cuisiné. Et ça a vraiment une autre saveur. Là, j'ai accès en ce moment à une cuisine. Ça fait 2 mois que j'avais pas cuisiné et je peux vous dire que j'ai l'impression que c'est Noël. J'ai l'impression de... Waouh, c'est trop trop bien. Et ça fait totalement la différence. Prochaine question, comment tu te sens? Je vais essayer de répondre à cette question en prenant en compte plusieurs aspects et on va commencer par l'aspect physique. Physiquement, je me sens plutôt bien. J'ai l'impression que je me sens mieux qu'au début du voyage physiquement. Au début, j'avais l'impression de perdre ma vivacité, le fait de moins faire de sport, ça me pesait beaucoup. Et voilà, j'ai l'impression de perdre en force, ouais, de me sentir un peu moins athlétique. Et finalement, alors je sais pas si c'est revenu ou c'est juste que maintenant je fonctionne différemment, donc du coup je fais moins de sport, donc je suis aussi moins confrontée à mon niveau, disons. Mais comme j'étais au Népal, j'ai bougé beaucoup, j'ai fait pas mal de trek. Et aussi niveau sportif, ça m'a un peu reboosté. Je fais beaucoup de yoga. Et le yoga que j'ai vraiment commencé en Inde, et c'est vraiment un yoga différent que ce que je faisais avant via des vidéos YouTube. Et Louise, si tu regardes cette vidéo, Yoga with Adrienne, c'est bien, mais avoir un prof, c'est mieux. Et en fait, je sens que ma flexibilité et ma mobilité s'améliorent sur certains niveaux. Il y a des trucs, ça reste un peu bloqué, mais on va dire que je me sens mieux qu'au début du voyage, je dirais, dans mon corps, parce qu'aussi je suis en vrai moins sédentaire qu'avant, donc même si je fais moins de sport, par exemple des exercices de force, comme je pouvais faire à la muscu, je cours toujours pas, je fais beaucoup de yoga, je marche beaucoup, je fais du vélo, des randos quand je peux, dès que j'ai accès à une salle, en vrai, j'essaie d'y aller. Donc ça compense, même si le manque de routine, forcément, impacte beaucoup le niveau de santé du corps, et je le sens. J'ai plus trop été malade, j'ai eu une période là après l'Inde où j'ai été malade encore une fois,
Au Népal aussi, je me suis retapé un petit épisode de Tourista au bout de 2 mois au Népal. Et en fait, ça, à chaque fois, bah forcément, ça dure une semaine, puis après le temps que ton corps se remette. Pour moi, il ne faut pas négliger la santé pendant le voyage. Et du coup, je vais profiter de ce petit moment pour faire une aparté sur mon assurance. Du coup, j'ai souscrit à Gobayava. Je vous en parle depuis déjà 1 an. C'est eux qui m'accompagnent tout au long de ce voyage. Et je suis vraiment extrêmement satisfaite de leur service, puisque à chaque fois, systématiquement, dès que j'ai eu besoin d'avoir recours à un médecin, que ce soit pour des épisodes exceptionnels d'urgence comme la morsure de chien que j'ai eue en Turquie, quand j'ai eu une intoxication à l'eau au Pakistan, ou alors un peu plus de soins un peu moins grave, j'ai été voir un kiné par exemple au Laos parce que j'ai des soucis de blocage au niveau des trapèzes et des cervicales, et ben ils m'ont toujours remboursé les frais médicaux à l'étranger. Donc je ne peux que vous la conseiller à 200%. Et vraiment, je ne connais pas un voyageur qui a pas dû avoir recours à un médecin. Et les frais médicaux peuvent vite grimper si en plus de la consultation, on vous prescrit, je sais pas, un examen médical un peu plus poussé comme une prise de sang ou un scanner ou quoi. Donc vraiment, si vous avez envie de faire un voyage, je dirais de plus de 3 mois et vous partez hors de l'Europe, je vous conseille vivement de souscrire à cette assurance. Je vous mettrai mon lien d'affiliation comme d'habitude en description. Je pense qu'en 1 an, j'ai dû aller voir 4 fois le médecin. Et c'est très important de prendre soin de son corps quand on voyage parce que c'est lui qui vous permet d'avancer, les gars. Sinon, dernièrement, du coup, plus côté mental, je vais faire le lien entre le physique et le psychologique, je me suis sentie vraiment fatiguée et même à me demander si j'avais pas des carences ou un dérèglement hormonal, tellement je me sentais vraiment vidée à un point et c'était assez dur. Mentalement, le voyage, c'est challengeant. C'est-à-dire que vous allez passer par des hauts qui sont très hauts et des bas qui sont très bas. C'est la vie qui continue d'exister, mais c'est la vie en plus condensée, dans un contexte où le confort que tu as connu pendant, allez, moi du coup, 25 ans de ma vie, les codes que tu as connus pendant 25 ans de ta vie, la langue que tu as connue pendant 25 ans de ta vie, tu n'y as pas accès, en tout cas moins ou pas du tout. Donc ce qui fait que tes repères sont bousculés, donc quand tu commences à chavirer, c'est très dur d'avoir quelque chose auquel s'accrocher. Moi, j'ai la chance d'avoir accès à mon copain, à mes parents, à mes amis qui sont très présents pour moi, même quand ça va pas, même à distance. Évidemment, c'est différent que si on était dans la même pièce et qu'on pouvait se faire un câlin, mais ça a le mérite d'exister et je sais à quel point c'est précieux. À l'heure où je tourne cette vidéo, ça va un peu mieux, mais par exemple, la semaine dernière, quand Max est parti après le Laos, je pleurais tous les jours. Je pleurais tous les jours parce que j'étais triste du départ, des au revoir. Et j'étais triste aussi de la situation un peu globale du monde. En fait, je me suis pris dans la face tous les problèmes du monde. Enfin, pas tout, mais en gros, j'ai eu cette espèce d'anxiété face à la situation géopolitique dans laquelle on baigne là depuis plusieurs mois, qui est hyper anxiogène. Et ça a été d'autant plus bouleversant que j'ai fait une pause pendant que Max était là, des réseaux sociaux, etc. Donc je me suis petit à petit reconnectée, on va dire, à l'internet. C'était très violent. Enfin, j'étais pas dans un bon état d'esprit déjà pour recevoir, je pense, ces informations. Et ouais, ça m'a... Je sais pas, je me suis sentie coupable, je me suis sentie triste, anxieuse. Je me disais, mais enfin... Il n'y a rien qui va s'arranger. Ouais, défaitiste, je sais pas, c'est... Je suis très bien consciente que je ne suis pas le centre du monde, mais je peux pas m'empêcher de me remettre en perspective par rapport moi ce que je vis et je me dis moi là je voyage, je vis ma meilleure vie et il se passe des trucs horribles dans le monde. Je pense que ça a mis en lumière le fait que j'ai besoin d'un sens, je pense, pour avancer et que là d'être un peu dans le rien, ça me convient pas sur le long terme. Quand j'étais au Népal, c'était un peu plus simple parce que j'étais plus ou moins ancrée, en tout cas plus que tout ce que j'ai fait dans le voyage. Je suis restée 3 mois là-bas, j'ai loué un appartement pendant 1 mois et demi à Pokhara. J'avais l'impression d'avoir un peu un chez moi, je liais des liens avec des gens sur place que j'ai revus pendant plusieurs semaines, donc c'est plus facile d'être amie, enfin, en tout cas de comment je considère l'amitié. Et là, le fait d'être en Asie du Sud, de passer d'une destination à l'autre, de rester voilà 1 semaine ici, 1 semaine là, de bouger tout le temps, sans vraiment de but, mais juste écouter mes envies, ce qui est aussi un luxe, hein, ça je renie pas. Je me dis c'est bien, mais je crois que c'est pas pour moi en fait de
ne pas avoir de sens finalement, de projet. Et c'est un peu le retour de bâton de ne plus avoir de destination finale en fait de Nouvelle-Zélande. Du coup, j'ai pas vraiment de direction à suivre. Là maintenant, j'en ai une nouvelle puisque je me dis que je vais rentrer petit à petit en France. Donc pour résumer, je pense que je me sens quand même toujours bien et tous les jours je me sens vraiment reconnaissante d'être ici, de pouvoir faire ce que je fais, d'avoir ce privilège et cette liberté de être maître de mon temps. Et je me rends compte en fait que cette notion de liberté, je pense que c'est pas universel dans le sens où elle n'appartient pas à un contexte en particulier. C'est-à-dire que la liberté, ça veut pas forcément dire tout quitter pour voyager. Et je pense que c'est un imaginaire que j'avais avant de partir, que je suis en train du coup de désapprendre aujourd'hui. Je suis pas sûre de me sentir plus ou moins libre qu'avant. Alors oui, je suis plus libre dans le sens où je décide de ce que je veux faire de mes journées, j'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est comme s'il fallait passer d'un extrême à l'autre pour pouvoir se sentir libre, alors que je pense en fait on peut se sentir libre dans son travail ou en fait il faut placer le cursus sur les choses qui ont de l'importance pour nous. Et moi, ma façon de me sentir libre, ça va être différente de mon voisin, ça va être différente de celle de mes parents, celle de mes sœurs, etc. Je vois un peu l'envers du décor, les amis. Je vois que, ouais, en fait, ce qu'on vous vend sur les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie et que le voyage, certes, c'est hyper beau. Moi, j'encourage, si vous avez envie de le faire, à le faire. Enfin, vraiment, c'est des expériences tellement enrichissantes, tellement bouleversantes. Toujours essayer de le faire en ayant conscience de votre impact, que ce soit au niveau de l'environnement ou au niveau social, donc toutes les cultures et les gens avec qui vous allez interagir. Mais ouais, c'est aussi fatigant. Et je pense que bouger tout le temps, moi, en tout cas, ça me convient pas. Et je terminerai avec ça, c'est qu'il y a une forme de lassitude qui s'installe malgré moi. Et je me suis aussi sentie coupable. Vraiment, la culpabilité dans le voyage, c'est quelque chose que j'ai du mal à gérer encore. Mais globalement, pour vous expliquer l'état d'esprit, c'est que quand je suis arrivée à Cat Ba, qui est du coup l'île tout à l'est du Vietnam, au niveau de la baie d'Along, je me suis baignée et j'étais là, waouh! J'étais vraiment émue en me disant, waouh, ça y est, je me baigne à nouveau, mais à l'est du continent. Donc globalement, j'ai relié la Manche au golfe du Tonkin en 1 an. Et quand je vais en parler, par exemple, à mes proches, à mes parents, à Max, ils vont me dire, ah, on est fiers de toi, c'est ouf ce que tu fais, etc. Et malgré moi, je n'y arrive pas. C'est pas que j'arrive pas à y croire, c'est que j'arrive pas à intégrer et j'arrive pas à me sentir fière de moi. Parce qu'ici, ils sont fiers de moi, je me dis, je devrais être fière de moi aussi en vrai d'avoir fait ça. Alors je suis émue, ça me rend vraiment émue. Mais pour autant, j'arrive pas à me dire waouh, je suis hyper fière de moi. Aujourd'hui, j'arrive pas à Enfin, je sais que c'est quand même un projet assez extraordinaire dans le sens où c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire dans notre société. Et pour autant, j'ai pas l'impression de faire des trucs de ouf. C'est-à-dire que le voyage devient ma routine. Le voyage devient mon quotidien. Et en fait, quand je prends des transports en commun, je prends des transports en commun qui sont pris par énormément de citoyens des pays que je traverse. Et eux, c'est leur quotidien. Et donc pourquoi moi, ça deviendrait quelque chose d'extraordinaire? Il y a ça et le fait que je dis que ça devient un peu une routine. Et malgré moi, le fait de le faire tous les jours, ça effectivement amène, ce que je disais, une certaine forme de lassitude et aussi de fatigue permanente qui fait le lien avec ce que j'ai pu dire précédemment, t'as pas forcément envie de bouger tous les jours ou de voir des trucs touristiques. Tu te désintéresses un peu de ce que tu peux voir parce que ça va être le énième temple, le énième musée ou ce genre de truc. Je pense qu'en fait, il y a aussi ce truc de trouver un équilibre parce que si c'est le premier voyage qu'on fait, tout ce qu'on a eu avant, c'était des vacances et on va pas se mentir, on est programmé dans notre société avec cet imaginaire de il faut partir loin, il faut rentabiliser les vacances parce que c'est le système de récompense que notre travail nous donne en fait on a travaillé pour ces congés payés et je pense qu'on a été beaucoup dans ce cas, enfin moi en tout cas et peut-être que vous allez vous reconnaître, t'as 1 semaine ou 2 semaines dans une destination, t'as peut-être payé cher le billet d'avion pour y aller parce que souvent on va forcément au bout du monde en avion et tu te dis voilà je sais pas quand est-ce que je reviendrai ici donc je vais faire voir le maximum possible. Cet état d'esprit n'est pas viable sur le long terme car pour pas se cramer et pour pas se fatiguer. Il y a peut-être des gens
qui sont capables de le faire. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Et donc voilà, c'est aussi ce truc de désapprendre, de m'écouter, de rééquilibrer, me construire mon nouvel imaginaire du voyage. C'est ok de, par exemple, rester à Hanoï pendant une semaine et pas faire des trucs touristiques ou alors en faire très peu. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a envie de faire la même chose que toi? Déjà, mon premier conseil serait de réfléchir à la destination ou à l'endroit qu'on a envie de visiter. Je pense que ça, c'est une des erreurs que tout le monde fait, même ceux qui sont pas forcément en voyage sans avion. C'est on a envie de faire beaucoup. Ça fait le lien avec ce que je disais avant. On voit plein de trucs, on se dit je vais faire ça, 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 etc. Parfois déjà, un pays se suffit à lui-même. Donc moi, ce que je dirais, c'est se poser la question de quelle région du monde nous attire et qu'est-ce qu'on a envie d'y voir et qu'est-ce que vous aimez. Je sais pas, ça peut être le Japon. Et le Japon, c'est possible d'y aller sans avion. Ça implique, pour le chemin le plus court, de traverser la Russie. Donc il y a peut-être ce sacrifice, entre guillemets, de se dire ok, la Russie, je fais que la traversée. Et le Japon, j'y reste vraiment 3 mois, même plus peut-être. Pour le retour, peut-être que je fais la Chine. La Chine, je décide juste que c'est du transit, donc je traverse juste pour pouvoir me concentrer plus sur le Kazakhstan si je veux faire l'Asie centrale. En fait, voilà, c'est trouver un équilibre en fait et vraiment se poser la question et de pas vouloir trop faire parce que ça va vite être surcharge, je pense, avec l'expérience. Pour la logistique, je conseille évidemment, du coup, comme j'ai dit, de souscrire à une assurance. Moi, j'ai le forfait free pour pouvoir utiliser Internet à l'étranger. Qui a compris peut-être, je dirais 80% des pays que j'ai fait, donc ça c'est hyper cool. Et je vous conseille de télécharger l'application Couchsurfing. C'est un système d'entraide et de rencontre, donc soit les hôtes des pays que vous allez traverser qui vont pouvoir vous héberger, ou d'autres voyageurs que vous allez pouvoir rencontrer. Vraiment, encore une fois, Couchsurfing, c'est mes plus belles rencontres, mes plus belles expériences en voyage. Je peux que vous le recommander. Et je vous conseillerais aussi peut-être d'alterner les différentes façons de voyager. Donc peut-être parfois faire du train, peut-être parfois faire du bus, peut-être parfois faire du stop, peut-être parfois dormir en couchsurfing, en homestay, en auberge de jeunesse. Voilà, essayez en fait de voir le voyage comme une expérience et c'est en testant différentes choses que vous allez savoir ce qui vous plaît et ce qui vous plaît moins et de les ajuster aussi en fonction de votre état d'esprit pendant le voyage et aussi de vos envies. Et si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est n'écoutez pas les autres, n'écoutez que vous. Les autres, ils auront toujours des choses à dire qui ne seront jamais similaires à l'expérience que vous allez vivre, que ce soit des gens qui sont allés dans le pays ou alors ceux qui ne sont pas allés. Donc sachez, eux vraiment, je sais pas pourquoi ils donnent leur avis, mais globalement, si vous sentez que vous avez envie d'aller quelque part, n'écoutez pas les avis positifs ou négatif. Bien évidemment, faites toujours attention à votre sécurité, mais sur le côté en fait retour d'expérience, je pense que ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Donc écoutez-vous et suivez votre intuition. Moi, c'est ce que j'essaie de plus en plus de faire et ce que j'apprends de plus en plus avec ce voyage, c'est de connaître mon corps, mon esprit, comment il réagit aux différents stimuli que je peux avoir quand je voyage et qu'est-ce qu'il me dit à l'intérieur de moi. Ça me guide en fait, ça me fait prendre des décisions qui sont plus faciles parce que plus le temps passe et plus j'accumule de l'expérience et donc plus j'ai de données entre guillemets pour faire des choix. Et évidemment, si vous avez des questions un peu plus spécifiques sur un voyage que vous aimeriez faire, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et si jamais vous avez peur de vous lancer, peut-être que vous n'avez pas envie de partir trop loin ou trop longtemps, mais essayez proche de chez vous. Vous n'avez pas besoin en fait de partir à l'autre bout du monde pour vous dépayser. Vous n'avez pas besoin de partir 6 mois, 1 an pour faire un vrai voyage. Il n'y a pas de vrai voyage. Le seul voyage qui est vrai et qui compte, c'est celui que vous allez expérimenter. Donc n'hésitez pas, peut-être pour vous donner confiance, à commencer par des choses qui vous paraissent un peu plus accessibles. Est-ce que tu comptes repartir un jour et si oui, avec qui? Véro qui me pose à nouveau une question. Bien évidemment que je compte repartir un jour et ça c'est un des gros apprentissages que j'ai eu cette année, c'est que en fait, pareil, j'avais l'impression avant de partir que j'allais faire ce voyage, ça y est, je pars en tour du monde, enfin pseudo tour du monde. C'était la concrétisation de tant d'idéalisation, préparation, etc. Et que en fait c'était le happy end quoi. J'étais en après il y a plus rien, tu vois. Et en fait, pas du tout, pas du tout. Et c'est pour ça qu'il faut pas se mettre la pression. Ce que j'ai appris, c'est que c'est pas le voyage de ta vie, c'est un des voyages de ta vie. Et la nuance, elle est très importante. Ça enlève une certaine pression autour du potentiel premier long voyage, potentiel tour du monde. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont voyagé déjà plusieurs fois dans leur vie, qui ont fait plusieurs années sabbatiques
et qui reprennent entre-temps une vie plus ou moins normale et c'est ok aussi. Donc oui, je compte repartir. Je ne sais pas où encore. Je sais que j'aimerais voyager en Europe, que j'aimerais tester d'autres moyens de voyager, en vélo, en van. J'ai aussi envie de découvrir l'Afrique du Nord parce que j'ai jamais mis un pied sur le continent africain et je sais que c'est possible aussi de le faire pareil à bateau et du coup sans avion. En fait, j'ai plein d'envies, mais je sais pas quand est-ce qu'elles vont se concrétiser et je verrai aussi moi avec mon état d'esprit quand ce sera le moment et avec qui. Et figurez-vous que je ne veux plus voyager avec quelqu'un si c'est pas mon copain ou mes parents. Enfin, ma famille, quoi, c'est les gens que je tolère. Et je pense que sur des voyages long terme, si c'est entre potes, ça restera, je pense, 1 mois max et pas plus. Je vais conclure cette vidéo avec la question de qu'est-ce que j'ai appris le plus cette année. Donc, j'ai déjà un peu triché parce que j'en ai déjà dit un avant. Et je vais terminer avec ça. Le voyage m'ouvre les yeux sur mon privilège. Et quand je parle de privilège, je parle notamment de mon passeport français. Je pense qu'on sous-estime vraiment le pouvoir qu'il détient. Sur Visa Index, il est noté 4e au niveau monde et on peut voyager dans 189 pays sans visa. Là, sur 1 an, j'ai dû faire 4 visas, dont 1 avant de partir, donc en France, 2 à l'arrivée, et donc 1 vraiment que j'ai dû faire un peu de paperasse sur place, à me un peu casser les pieds, à aller au Visa Center, à attendre, à devoir rechercher mon passeport, etc. 4 fois, les gars. C'est un truc de ouf et ça a dû me coûter en tout peut-être moins de 400 balles. On se rend pas compte du privilège qu'on a de pouvoir décider du jour au lendemain d'aller à l'autre bout du monde sans avoir à demander un visa. Je pense que je l'ai déjà dit, mais voilà, mes potes au Pakistan, en Turquie, c'est pas la même chose. Le passeport pakistanais, c'est un des plus faibles au monde. Mon ami Riaz, qui avait un projet de ski de rando, qui voulait se faire former, enfin son cousin voulait se faire former au ski en Suisse, il s'est fait refouler le visa de l'Europe, le visa Schengen. Et ça, des histoires comme ça, mais il y en a, ça c'est un parmi tant d'autres. Et le privilège de voyager, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Je pense que l'envie de voyager, elle est commune à beaucoup d'habitants de cette terre, mais le privilège et l'accès ne l'est pas. Et donc, n'oubliez pas, quand vous voyagez, vous restez quelqu'un de privilégié avec un fort pouvoir d'achat. Donc voilà, malheureusement, c'est un peu un système qui me dépasse et la non-réciprocité parfois me rend hors de moi. Après voilà, j'ai pas envie non plus de renier ce privilège, mais en tout cas, je le conscientise maintenant beaucoup plus qu'avant et je vous invite à le faire pour vos prochains voyages. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog. Allez, ciao la mif!